belle ville. Connais-tu ma belle ville qui se mire au clair de l'eau? Connais-tu ma ville de 15 millions de courageux, hommes, femmes, jeunes et enfants, débordant d'optimisme et de créativité? Connais-tu ma belle ville, la ville de la rumba, celle de Papa Wemba et Fali Ipupa? Ville sportive de Mwadi, Ndaye, terre d'histoire et des légendes. Oui, ma belle ville, celle des sapeurs, des ambianceurs et des 1000 saveurs. Sous le drapeau s'entonnent les hymnes d'espoir. Ma belle ville, bienvenue dans ma belle ville. Kinshasa, la plus grande ville francophone, accueille les 9e Jeux de la francophonie. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Actu 30. D'abord, les titres. À Paris, il participe au sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Le Premier ministre porte la voix de la RDC en vue de la réalisation de promesses faites pour l'apport combien considérable du Congo-Kinshasa dans la lutte contre le changement climatique. Matata Polonique décolère pas. Après Modeste Bahati, il récuse également le procureur général près la Cour constitutionnelle. Il a déposé sa lettre ce jeudi. Juste après le développement, vous suivrez l'entretien avec Plamedi Bamatafé, membre de la structure Pona Congo. Elle dresse le bilan à mi-parcours des consultations Congo-Tolingui. Consultations qui promeuvent un contrat social entre les peuples et les prochains candidats. Plamedi Bamatafé est l'invité de la rédaction. Voilà pour les titres, les développements à présent. Jean-Michel Samaloukonde, en mission à Paris où il représente la RDC au sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui tient à Paris, capitale française, sommet prévu du 22 au 23 juin qui a pour entre autres objectif de mobiliser les financements innovants pour le pays vulnérable au changement climatique. À la tête d'une forte délégation des membres de son gouvernement, le Premier ministre a atterri mercredi dans la soirée à l'aéroport de Paris. La suite en images. À Paris, l'RDC participe au sommet pour un nouveau pacte financier mondial avec sa casquette de pays solution dans la lutte contre le changement climatique. Sous la direction du président Macron, ce sommet se fixe comme objectif de redonner un espace budgétaire aux pays qui font face à des situations difficiles à court terme, notamment les pays les plus endettés. Favoriser les développements du secteur privé dans les pays à faible revenu. Il sera aussi question d'encourager l'investissement dans les infrastructures vertes pour la transition énergétique dans les pays émergents et en développement, mais également mobiliser des financements innovants pour les pays vulnérables au changement climatique. La partie RD congolaise attend la concrétisation de toutes les promesses faites lors de la COP27 tenue en décembre 2022 en Égypte. Nous venons d'arriver à Paris pour accompagner le Premier ministre et chef du gouvernement qui représente le président de la République à ces grands sommets sur le nouveau pacte financier mondial initié par le président Macron. Il sera question au cours de ces travaux de repenser les systèmes financiers mondiaux, 80 ans après les accords de Bretton Woods qui ont créé l'FMI et la Banque mondiale, mais il faut aussi regarder comment l'humanité répond à des impératifs, notamment climatiques. Vous savez que la République démocratique du Congo est un pays solution et par rapport à tous ces sujets, il y a des avis que la République démocratique du Congo compte émettre. C'est pour ça qu'il y a cette délégation qui vient d'arriver sur Paris pour prendre part à ces travaux. Nous nous positionnons comme pays solution, non pas parce que nous voulons le dire, mais parce que nous avons des ressources qu'il faut. Et vous savez que chaque seconde que les pollueurs polluent, chaque seconde aussi, la République démocratique du Congo s'assure que l'humanité est régulée, notamment à travers ses forêts. Beaucoup de promesses ont été faites ici. On veut voir ces promesses devenir concrètes parce qu'il faut commencer à arrêter cette hémorragie qui touche à notre humanité. Et donc, de ces points de vue, comme sur d'autres sujets, nous avons des avis à émettre. Le sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial connaît la participation de plus de 100 chefs d'État et de gouvernement venus de tous les continents. En
marge de ces sommets sur un nouveau pacte mondial, le ministre de l'Aménagement du Territoire a représenté l'RDC à la conférence internationale de Paris sur les défis de financement des ODD, les objectifs de développement durable. Intervenant à cette conférence placée sous le thème « Renforcer l'accès au financement à long terme pour les développements durables dans les villes et dans le monde », Guy Luando a planché sur les défis internes du financement des ODD en République démocratique du Congo. On l'écoute. Mesdames et messieurs, distingués invités, il est un honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui pour parler des défis internes de financement dont notre pays, la République démocratique du Congo, fait face, principalement en ce qui concerne l'aménagement du territoire et sur les investissements clés et prioritaires dont les territoires de la République démocratique du Congo et le reste du pays ont besoin en vue d'atteindre l'agenda 2030 ou l'agenda 2063 de l'Union africaine. Je tiens également à profiter de cette occasion pour féliciter les réseaux de solutions pour le développement durable sous le leadership du professeur Jeffrey Sachs pour le lancement de la nouvelle Commission mondiale pour le financement des ODD en milieu urbain et pour la publication du rapport sur le développement durable 2023. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo, mon pays, est l'un des plus grands pays d'Afrique et s'étend sur 2 345 409 km². Elle dispose de 52% des réserves totales d'eau douce du continent africain. Sa forêt couvre 150 millions d'hectares du territoire national et fait d'elle l'un des pays les plus grands pays forestiers au monde, disposant de plus de la moitié de la forêt du bassin du Congo et la plus grande biodiversité d'Afrique. À Kinshasa, avec l'audience du ministre de l'intégration régionale, les ambassadeurs de la Suisse et du Burundi accrédités en République démocratique du Congo, Antipas Boussagnamussi a échangé tour à tour avec les deux diplomates autour de la situation des déplacés mais aussi des accords commerciaux conclus entre la République démocratique du Congo et le Burundi. La suite en images. Le ministre d'État Boussagnamussi et l'ambassadeur suisse Sarraute ont échangé sur les défis sécuritaires et humanitaires dans l'est de la RDC. La Suisse s'engage à appuyer les actions humanitaires en RDC afin d'apporter une assistance à plus de 6 millions de déplacés internes ayant fui la guerre à l'est. Autre point à évoquer, les différents accords signés entre la RDC et les organisations régionales. On a évoqué aussi la situation sécuritaire à l'est. Le ministre m'a parlé aussi de la table ronde qui est en cours actuellement pour réévaluer avec tous les acteurs impliqués de la situation future. Donc c'est clair, c'est difficile d'avoir des rendez-vous aujourd'hui pour ne pas parler aussi de la situation à l'Est et notamment aussi de l'intégration à l'Est avec la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. On a parlé brièvement de ça aussi, c'était pas au centre de nos discussions, mais c'est quelque chose qui nous préoccupe aussi en tant que Suisse. C'est un domaine où on est très actif. L'aide humanitaire, c'est une des priorités au pays. Je dis malheureusement une des priorités. On aimerait bien faire beaucoup plus de coopération bilatérale, du développement, mais la situation avec les 6 millions de déplacés internes nous oblige aussi de faire beaucoup d'humanitaire. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Juste après cette rencontre, le ministre de l'intégration régionale a pris langue avec l'ambassadeur burundais. Au centre de l'entretien, des accords commerciaux conclus entre les deux pays. Les deux personnalités ont également passé en revue des résolutions prises par le pays des l'EAC. La représentation burundaise en RDC a invité le ministre d'État en charge de l'Intérieur à prendre part à la célébration du 61e anniversaire du Burundi à travers une cérémonie prévue le 8 juillet à Kinshasa.
Le gouvernement appelé à appliquer de manière stricte les recommandations qui seront issues de la table ronde sur l'état de siège. C'est le sens de la déclaration du député national Gratien Irakan, l'élu des Bounia dans la province de l'Ituri, appelle à la levée de l'état de siège. Il s'est exprimé mercredi devant la presse à Kinshasa. Reportage. Dans sa communication devant la presse, l'élu des Bounia dans la province de l'Ituri, Gratien Irakan, salue l'initiative du gouvernement de convoquer la table ronde pour évaluer l'état des sièges décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, deux provinces en proie à l'insécurité. Pour Gratien Irakan, le gouvernement doit appliquer de façon stricte les recommandations de la table ronde et des autres dialogues sur la paix et surtout d'opter pour la levée de cette mesure exceptionnelle. Il n'y a aucune raison aujourd'hui pour que l'état de siège soit maintenu. Dans une résolution de l'Assemblée nationale, votée en plénière le 29 septembre 2021, il a été demandé qu'on mette fin à l'état de siège. En fait, c'est le gouvernement qui est dans une violation continue des recommandations et résolutions de l'Assemblée nationale. La population qui est responsable a déjà dit non à l'état de siège depuis 2021. Pour qu'il y ait de bons dialogues, de bons pour parler, il faut qu'il y ait quand même une responsabilité établie de l'État aussi, à travers une dissuasion politique ou de gestion des affaires. Donc, les dialogues doivent être continus, parce que quand vous voyez la crise de l'Ituri, nous sommes affaire à des communautés qui sont aujourd'hui des victimes. La table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges a été organisée du 19 au 22 juin dans l'objectif de lever l'option bien éclairée sur la requalification ou la levée de l'état des sièges. Grave, nous devons dénoncer aussi la complicité de certains de nos collègues à l'Assemblée nationale. Parlons de la situation sécuritaire. Le HCR a organisé mercredi une journée d'échange avec le ministre d'État en charge de la justice et celle du genre, famille et enfants, représenté par sa collègue de culture et art. La rencontre organisée à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés a porté sur la situation des déplacés, principalement les femmes et les enfants victimes des violences sexuelles. Reportage. Avec les miliciens. Au cours de cette rencontre d'échange, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment la lutte contre les violences basées sur le genre, dont sont victimes les déplacés des conflits et la guerre à l'Est. Dans seulement les 3 premiers mois de 2023, nous avons répertorié près de 1000 violences basées sur le genre contre les dames. 3 mois seulement. Et je vous assure, ce n'est que ce que nous avons pu répertorier. Ce n'est que la face dévoilée de l'iceberg, si je peux dire ainsi. Et malheureusement, les viols touchent beaucoup plus les fillettes de moins de 18 ans. Jusqu'à 3 ans d'âge, mesdames et messieurs, nous avons pu constater des fillettes, des enfants, des bébés, je peux dire, qui ont été violentés. C'est cela la situation. La rencontre a été pour le HCR un moyen d'interpeller le gouvernement congolais sur la situation des personnes déplacées. Dans son mot, la ministre d'État en charge de la justice a fait savoir que la Constitution de la République et autres instruments juridiques régionaux et internationaux que la RDC a ratifiés garantissent les droits à la protection pour tous. Et l'État congolais s'y emploie pour lutter contre toutes les formes de violence. À tous nos compatriotes qui ont été contraints de fuir l'insécurité, je puis affirmer que le gouvernement de la République démocratique du Congo est de cœur avec eux et qu'il ne ménagera aucun effort pour établir la paix sur toute l'étendue du territoire national afin de leur redonner l'espoir d'une meilleure vie. Mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, les violences basées sur les genres sont des violations des droits humains les plus répandues. Selon les HCR, la RDC compte plus de 520 000 réfugiés et plus de 6,3 millions de déplacés internes. Dans un
autre chapitre, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, écœuré par la situation carcérale à la prison centrale de Makala, Paul Sapou, promet de mener instamment un plaidoyer auprès des autorités pour l'amélioration des conditions des prisonniers en RDC. Il a dit à l'issue de sa visite dans ce centre pénitentiaire de Kinshasa, visite effectuée dans le cadre de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture célébrée le 26 juin de chaque année. On écoute Paul Sapou. Nous allons faire un grand plaidoyer pour que ces conditions s'améliorent, aussi bien pour le pensionnaire en général de cette prison, y compris les condamnés, les prévenus. Et ces jours-là, je crois la semaine prochaine, nous allons essayer de désengorger dans la mesure du possible ceux de ces pensionnaires qui sont éligibles à la liberté. Voilà, nous y travaillons. Et puis, ces conditions seront aussi étendues, si vous voulez, à l'ensemble du territoire national. Le programme de Kinshasa sera élargi aussi aux provinces. Voilà pourquoi je lance un appel à tous les partenaires techniques et même financiers de nous aider à avancer sur cette question, puisque la volonté politique est là. Sachez que la prison centrale de Makala, construite au début pour recevoir 1500 personnes, accueille à ce jour 11 717 détenus, dont 476 mineurs et 298 femmes et 27 enfants qui restent avec leur mère. Des chiffres communiqués au président de la CNDH par le directeur de la prison centrale de Makala. Tout à fait autre chose, vous le savez, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est attendu le samedi prochain à Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental. Une visite très sympathique selon le gouverneur de cette province, Patrick Mathias Kabé, appelle la population à réserver un accueil chaleureux à Félix Tshisekedi. Moi, votre gouverneur, Kabeya Machabidi Patrick Mathias, je vous annonce solennellement l'arrivée dans notre province de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ce samedi 24 juin 2023. Je vous invite à lui réserver un accueil chaleureux, comme moi-même, votre gouverneur, je vais lui réserver un accueil chaleureux. Je vous invite également à informer ou à partager cette information avec vos connaissances ou les personnes avec lesquelles vous habitez pour les inviter et les encourager à venir accueillir le chef de l'État qui est un don pour la province du Kasaï oriental. En justice, le sénateur Augustin Matata Pogno et ses démêlés judiciaires, l'élu de Maniema, recuse le procureur général près la Cour constitutionnelle, auteur du réquisitoire sollicitant son instruction pour détournement des fonds du parc agro-industriel de Bukengalonzo. L'ancien premier ministre a déposé sa lettre de réquisition ce jeudi à la Cour constitutionnelle. Images et commentaires. Siège de la Cour constitutionnelle dans la commune de la Gombe, le sénateur Augustin Matata Pogno, très déterminé, y est descendu pour déposer sa lettre portant récusation du procureur général près la Cour constitutionnelle. L'élu de Maniema, accusé des détournements des fonds du parc agro-industriel de Bukengalonzo, a effectué la même démarche 24 heures avant, mais au niveau du Sénat, où il a récusé les présidents et tous les membres du bureau de la Chambre haute du Parlement. Comme je le fais avec le président du Sénat hier, je lui retire toute ma confiance. Les codes pénals et la loi organisant le fonctionnement des institutions judiciaires le permet. Lorsque vous n'avez plus confiance aux juges et dans les cas d'espèce, lorsque vous n'avez plus confiance au procureur général, vous avez le droit de le récuser. Donc c'est une action qui est conforme à la loi. Pour l'ancien Premier ministre, le procureur général près la Cour constitutionnelle cherche à tout prix à les faire plonger en allant outre les lois de la République. Imaginez-vous que le procureur général Mukolo a demandé au ministre des Finances Kitebi Kibolmvoul
de témoigner contre moi. De dire, voilà, monsieur le ministre des Finances, ce n'est pas vous qu'on cherche. Nous cherchons à condamner monsieur Matata. Aidez-nous à le charger. C'est inimaginable. Augustin Matata accuse Modeste Bahati et le procureur général Jean-Paul Mokolo de complicité dans le but de l'écarter de la course à la présidentielle. Bien avant, la Cour constitutionnelle, Augustin Matata Poni a déposé une lettre relative à la récusation du président du Sénat. C'est au mercredi, après avoir annoncé également le dépôt d'une plainte, toujours à l'encontre des Modeste Bahati, speaker du Sénat. Suivez. Que le droit prévoit que nul ne peut être poursuivi que par la loi. Poursuivi pour détournement des fonds du parc agro-industriel de Boukangalonzo, puis pour ceux des biens arianisés et de nouveau sur le même dossier Boukangalonzo, le sénateur Augustin Matata Poni voit dans ces différentes affaires qu'un acharnement contre sa personne. Pour l'élu de Maniema, dont les immunités parlementaires ont été levées en juillet 2021, le président du Sénat, en complicité avec le procureur général près la Cour constitutionnelle, veulent à tout prix l'écarter de la course à la présidentielle. Depuis que j'ai annoncé ma candidature comme candidat président aux élections 2023, l'intensité d'acharnement, d'atteinte, y compris aux membres de ma famille, tout est clair. En conclusion, les deux institutions, la justice, le Sénat, sont instrumentalisées pour m'éliminer de la course présidentielle en faveur du candidat au pouvoir, le président Tshisekedi. Le président du parti Leadership et Gouvernance pour le Développement s'estime non protégé par le président de la Chambre haute du Parlement. Après les points devant la presse, il s'est rendu au Sénat pour déposer sa correspondance à travers laquelle il retire sa confiance au speaker de la Chambre des Sages et à tous les membres du bureau. Il a également déposé une plainte contre Modeste Bahati Lukwebo pour atteinte aux droits garantis aux particuliers. On ne peut pas avoir un président du Sénat qui est pour une partie et contre une autre partie. D'abord, vous le savez, l'une des missions du président du Sénat, c'est de protéger l'ensemble des sénateurs. Mais aujourd'hui, son rôle, c'est d'attaquer un sénateur. Mais lui, quand il était ministre dans mon gouvernement, moi, je l'ai protégé. C'est même bien moi qui l'ai accepté dans son gouvernement, dans ce gouvernement-là. Parce qu'on ne voulait pas de lui, pour des raisons que vous connaissez. Personne ne voulait de lui. Parce que j'étais chef du gouvernement, je l'ai accepté. Et je peux même vous dire, tous les actes qu'il a posés, mais certains d'entre eux étaient de mauvaise gouvernance. Et je peux les témoigner. Le sénateur Matata rejette ces poursuites judiciaires en s'appuyant sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui s'était déclarée incompétente à les juger. Le député national Ados Ndombassi demande à Martin Fayoul de revenir sur sa décision relative au retrait provisoire de son parti du processus électoral. Selon cet élu membre de l'AMUCA, cette décision est de nature à ouvrir un vaste boulevard aux ennemis de la nation et de ses adversaires politiques. Votre retrait provisoire va désorienter des millions de Congolais qui se sont enrôlés massivement sur votre invitation, sans parler de nos différentes bases péniblement constitué, a écrit Ados Ndombassi. Dans un autre chapitre, 18 ans après l'assassinat du journaliste Franck Guiké et de sa femme, le quotidien La Référence Plus, où le défunt a travaillé dès son vivant, ainsi que sa famille biologique, ont imploré l'implication du chef de l'État Félix Tshisekedi pour la réouverture du procès qui n'a jamais abouti. La famille du défunt insiste aussi sur la demande familiale formulée au président de la République pour la reconnaissance du fait Franck Guiké au rang des martyrs de la liberté de la presse. C'était ce jeudi à Kinshasa dans une conférence de presse co-animée par l'éditeur de La Référence Plus, Ipakala, et Grace Nguiki au nom de la famille du regretté. Images et commentaires. Il y a de cela 18 ans déjà passé que le double assassinat de Franck Guiké et de son épouse fait encore parler de lui. Car la vérité sur ces crimes n'a jamais éclaté au grand jour. D'où la demande conjointement menée par le journal La Référence Plus, où a travaillé Franck Guiké de son vivant et sa famille biologique. Demande consistant à la réouverture du procès et relatif à la suite de ce double assassinat perpétré par des inconnus un certain 3 novembre 2005. Premier à réclamer cette réouverture, le quotidien La Référence Plus. Nous faisons le plaidoyer. Nous voulons faire entendre
aux gouvernants, aux partenaires extérieurs, à tout le monde qui ait un endroit. Parce qu'ici, aujourd'hui, nous parlons de Franck Ngiké, mais la liste est longue de journalistes assassinés. Il faudra qu'on puisse les identifier. X, Y étaient assassinés, dans quelles circonstances. S'il y a un endroit, un monument, stèle, on peut donner n'importe quelle appellation, là où on répertorie les journalistes. X a été tué telle année, exerçant sa profession. On ne parle pas de ceux qui sont morts naturellement, mais ceux qui sont morts dans l'exercice de leur profession, on aurait souhaité qu'on puisse avoir un endroit où on pourra nous retrouver. À la suite de l'éditeur de ce journal paraissant à Kinshasa, la famille du feu Franck Ngiké a aussi dit un mot relatif à ce qu'elle attend pour son défunt géniteur. Papa, je suis la fille de Franck Ngiké. 18 ans, vous prenez l'état de droit et rien n'est fait. Et les chefs avaient donné des instructions qui restent jusqu'à ce jour une lettre morte. Raison pour laquelle nous nous sommes dit, il faut parler, il faut crier, parce que c'est lui le garant de la nation. Comme l'éditeur vient de le dire, notre communication est basée sur la demande de l'implication du chef de l'État dans l'affaire Ngiké. En cette période où l'heure est à l'avènement de l'état de droit prôné par le président Félix-Antoine Tshisekedi en RDC, la référence plus et la famille Ngiké sont d'avis que tôt ou tard, la lumière va jaillir un jour sur le double assassinat du journaliste Franck Ngiké et de son épouse. Comme annoncé, la rédaction reçoit pour vous Plat Midi Bamatafé, entretien réalisé avec Corneille Loubac. Suivez. Madame, Messieurs, bonsoir. Comme annoncé sous peu, je reçois pour vous, dans le cadre de cet entretien, Madame Plat Midi Bamatafé. Elle est activiste du mouvement citoyen Patriotisme Oblige et en même temps membre de la structure Pona Congo. Bonsoir, Madame Plat Midi. Bonsoir, Monsieur le journaliste. Alors, je disais tantôt, vous êtes membre de la structure Pona Congo, point focal Kalamou. Alors, première question, c'est quoi concrètement cette structure Pona Congo et pourquoi cette dénomination? Merci beaucoup pour ta question. Pona Congo, c'est un réseau qui réunit plusieurs mouvements citoyens ainsi que des membres de la société civile et des individus, des Congolais et des Congolaises amoureuses du Congo. Et pourquoi Pona Congo? Parce que le Congo, c'est ce qui nous passionne, c'est ce que nous aimons et tout ce qu'on va faire, on le fera seulement pour le Congo, d'où la dénomination Pona Congo. Et dans le cas de structure, vous avez dit tantôt que ça réunit des mouvements citoyens, des organisations de la société civile. Pourquoi ces réseaux, pourquoi maintenant se mettre ensemble? Se mettre ensemble aujourd'hui parce qu'après 2018, après les élections de l'actuel président, l'engagement citoyen de beaucoup de jeunes s'est affaibli. Alors, les réseaux Pona Congo veulent un peu redynamiser cet engouement, cet engagement citoyen et pour que le jeune ou bien tous les Congolais puissent s'engager dans ce qui concerne le Congo. Et déjà, plusieurs initiatives. Vous avez lancé la consultation dénommée Congo Tolingi. Qu'est-ce qu'on peut savoir en rapport avec ces consultations? Avec Congo Tolingi, nous avons lancé des consultations. On veut savoir les problèmes qui préoccupent vraiment des Congolais à la base et en remontant de ces problèmes, afin d'obtenir un contrat social entre les dirigeants et les dirigés. La population que nous sommes, avec les députés que nous comptons élire en décembre 2023. Quel genre de démarche vous menez pour un peu en savoir plus sur ces problèmes des Congolais? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Nous nous sommes réunis en focus group pour atteindre les 35 villes de la RDC, enfin virtuellement aussi atteindre les 145 territoires de notre pays. Alors, les focus group va consister à poser des questions libres aux Congolais. Il y a des questions qui vont aller aux contradictions de notre questionnaire, mais nous voulons vraiment entendre cette population, savoir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent de leurs dirigeants. Et donc,
Aujourd'hui, ça fait 1 mois parce que les consultations ont été lancées le 19 mai de cette même année. 1 mois déjà depuis que vous avez lancé les consultations. Où êtes-vous allé? Avec qui avez-vous échangé dans le cadre de cette initiative? Monsieur le journaliste, le réseau Pona Congo réunit des mouvements citoyens dont la Lucha, Filimbi et autres. Alors ces mouvements ont des militants partout en RDC. Nous avons eu à contacter ces militants, nous avons eu à échanger avec eux. Ils étaient dernièrement ici à Kinshasa pour suivre une formation. Alors ils ont échangé avec d'autres camarades qui étaient ici. Et comment parvenir? Nous parvenons en faisant le focus group, comme je l'ai dit. On parle avec la population, on réunit la population, les villageois, toute catégorie des Congolais. Et puis c'est comme ça que nous nous sommes organisés. 1 mois déjà, alors s'il faut faire un petit bilan, quel est ce bilan à mi-parcours aujourd'hui? Aujourd'hui, les statistiques prouvent que nous avançons très bien, puisque les villes sont atteintes. Ça reste qu'un Kinshasa qui est en train de faire les consultations. On a Lingwala qui a fait, Ngalima qui a fait, Kitambo. Et le 21 juin, c'est jeudi, Kalamu, dont je suis le point focal, nous allons consulter la population de la commune de Kalamu pour savoir leurs préoccupations aussi. Donc, presque tous les territoires, presque toutes les villes dont nous avons sélectionné pour ces consultations sont en marche, ont été consultées. La population vraiment ont été consultée. Kinshasa, une mégalopole, plusieurs millions d'habitants. Et quand vous allez dans des communes comme ça, est-ce que vous procédez, vous faites toutes ces consultations en un seul jour? Comment vous le faites? Par commune, vous allez quartier par quartier, ou avenue par avenue, ou comment vous le faites concrètement? Le point focal de chaque commune est chargé de réunir des représentants de chaque quartier. Par exemple, la commune de Kalam a 18 quartiers. Le focus group me permet de réunir 16 personnes. J'essaie d'avoir des habitants de chaque quartier afin de savoir les problèmes de tout le monde, excepté aucun quartier. Et déjà, vous avez dit par exemple à Kinshasa, vous étiez dans la commune de Lingwala. Quelles sont un peu les préoccupations déjà réunies? Qu'est-ce que vous attendez de la population, notamment sur leurs différents problèmes? C'est qu'il y a un questionnaire que nous avons lancé. On parle de la leadership, on parle de l'économie, on parle de la santé. La population veut le changement. La population est dans un niveau où il n'attend que le changement. Il n'y a plus d'espoir au niveau peut-être d'un tel député ou d'un autre. C'est pour cela nous, Réseau Pona Congo, et avec ces projets Congo Tolingi, en connaissant ces problèmes, en analysant ces problèmes, nous avons conclu que non, il faut qu'il y ait un contrat qui va être un pont avec les députés, ceux qui veulent postuler, et nous, la population. Chaque député qui va vouloir être, par exemple, candidat au niveau provincial de Kalam ou de Lingwala, il doit nous assurer, il doit signer ce contrat avec la population. Vous signez le contrat, c'est que moi je vais faire ceci, je vais parler pour vous ceci, cela, pour qu'on sache un peu où nous allons. Puisque les députés viennent, ils nous prennent, ils nous donnent ce qu'ils nous donnent, ils nous promettent, ils font des éloges et demain ils repartent. Ils vont revenir 5 ans après. La route auquel il avait dit que non, je vais insister chez les présidents des APK, les présidents des assemblées provinciales de Kinshasa, ou bien on va booster le gouvernorat pour arranger, il n'a rien fait. Alors ce contrat va permettre de faire les suivis de chaque député qui viendra promettre, puisque ce sont des promesses qu'ils envoient à la population. Et la population fait confiance, bêtement ou bien avec rationalité. On réussit à avoir un député dans chaque province ou bien dans chaque commune. Mais actuellement, on veut savoir où nous allons. D'où un contrat social qui va nous réunir. Mais vous parlez de ce contrat social, ce contrat-là, c'est un contrat qui sera rédigé au nom de toute une ville, au nom de tout un pays, par commune. Comment cela va s'effectuer quand? Le contrat dont nous parlons, vu que nous sommes étendus dans toute la République. Kinshasa, bien qu'on l'ait dit tous, ce n'est pas les centres du monde, ce n'est pas les centres du Congo. Voilà pourquoi on était à Gemena, il y a des gens d'Issiro, il y a des gens de Goma, Matadi, tout le monde a été consulté. Alors, nous pensons qu'avec ces consultations, nous avons atteint la République et vouloir réellement, c'est que les Congolais veulent de leurs futurs dirigeants.
Et bon, après les consultations, quelles seront les prochaines étapes après ces consultations? Les prochaines étapes, c'est la rédaction. Nous allons présenter aux yeux de tous ceux que nous avons fournis comme travail, la présentation de ces contrats et exiger aux futurs dirigeants d'en s'en procurer, d'adhérer à cette vision. Donc, ce qui signifie, dans le cadre de ces consultations, après la rédaction, la structure Pona Congo, à travers ces mouvements citoyens, vont encore rentrer vers les différentes populations pour présenter les contrats. Oui, et ces populations vont s'en approprier pour présenter à leurs futurs candidats pour savoir où allons-nous. Bon, on disait tantôt que ça fait déjà 1 mois depuis que les consultations ont été lancées. Est-ce qu'il y a déjà un certain canevas ou calendrier des actions à suivre après les consultations? Les contrats, par exemple, sera rédigé à partir de quel moment? À quel moment vous allez revenir vers la population pour le présenter? Nous finissons les consultations le jeudi 24, pas le jeudi, le 24 juin de ce mois. Après ça, nous allons parler publiquement. Nous devons rendre compte, puisque nous sommes allés auprès de cette population et nous n'allons pas nous envoler. Nous allons rentrer pour leur dire ce que nous avons récolté comme problème et nous allons présenter. Même s'il n'y a pas vraiment un calendrier bien prescrit, mais il y en aura, nous allons donner. Est-ce qu'il y a déjà une idée générale de la ligne dans laquelle seront orientées les différentes résolutions? Les différentes résolutions, la ligne est que lisons, écoutons le peuple. Les plus importants, nous ne devons pas travailler aux oreilles sourdes, muets, nous devons écouter. C'est après avoir écouté cette population que nous allons avancer. Et donc, aujourd'hui, vous êtes structure Pona Congo. Beaucoup de structures commencent toujours comme ça. Ils disent mouvement citoyen, société civile. Est-ce qu'il ne faut pas attendre dans 2 mois, 3 mois ou 1 année, voir Pona Congo devenir parti politique? Non, non. Tout le monde est libre. Tout Congolais est libre d'entrer en politique. Tout comme moi, je peux décider d'arrêter avec la société. Parce que vous approchez vraiment la population, vous avez cette facilité aussi de les convaincre de devenir vos membres. Devenir nos membres, ils doivent adhérer à la vision Pona Congo, c'est-à-dire la société civile, ce que nous faisons. Mais les Pona Congo ne comptent pas devenir un parti politique. Pona Congo veut juste faire naître cet engagement citoyen des Congolais, puisque nous avons perdu cette lutte citoyenne, que nous sommes tous plongés dans la politique sans penser réellement à ce que veulent les Congolais. Pour l'instant, il y a une structuration qui dirige Pona Congo, par exemple. Oui, oui. Tout projet bien organisé, bien ordonné, coordonné. Ok, vous parlez de ces contrats sociaux, c'est en marge des élections. La convocation de l'électorat est déjà annoncée dans quelques jours, le 25 juin. Mais autour de ces processus électoraux, il y a déjà notamment des contestations. Il y a notamment le candidat déclaré Martin Fayoulou qui a annoncé que son parti et lui ne déposeront pas des candidatures au regard de la situation actuelle et au regard du roulement du processus électoral dans ces formats actuels. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte, parce que vous menez vos consultations en perspective des élections, est-ce qu'il n'y a pas de crainte par rapport à la crédibilité de ce processus en soi? Nous devons savoir la position de chaque politique. Martin Fayoulou s'est déclaré, Matata est encore en train de voir, notamment Katumbi et Délice Sanga. La Senko s'est déjà prononcée, disant que le fichier est propre, mais on a d'autres personnes qui sont en train de contester. Mais nous, étant que peuple, étant que citoyens, nous nous préparons à tout. Que ce soit les élections qui viennent, qui sera présentement en 2023 ou pas, nous, on veut être prêts par rapport à ce qui concerne notre engagement, de qui nous voulons prochainement. Donc, c'est quel message que vous apportez à la population par rapport aux prochaines élections à venir, avec toutes ces controverses autour? C'est quel message à la population? Oui, bien sûr, les fichiers électoraux ou la manière dont la CENI procède est en train de nous inquiéter. Ça nous inquiète réellement à ce qui concerne la crédibilité. Nous en créons chaque jour, nous écrivons
nous faisons attendre notre voix d'une manière ou d'une autre. Ce que nous pouvons dire à la population, c'est d'adhérer d'abord à la vision que nous leur apportons, c'est d'être consultés. Si tu ne sais pas comment te positionner dans ta tête, peu importe qui va se présenter, tu ne sauras pas aussi comment faire le choix. Alors la population doit s'armer dans la connaissance de ses droits, de la connaissance de qui voter par rapport à ces problèmes, des problèmes qui l'entourent. Et que ce ne soit pas pour un polo, que ce ne soit pas pour de l'argent que nous allons voter des gens au sommet de l'État, mais que ce soit pour des programmes, des projets concrets qui doivent être réalisables. Peut-être une dernière question, vous êtes jeune et parlant de la jeunesse qui constitue la majorité de la population, est-ce qu'il y a des démarches assez bien définies que vous menez proprement pour l'intérêt de la jeunesse congolaise? Quel message vous dites vous apportez à la jeunesse congolaise? À la jeunesse congolaise dont je représente aussi, nous appelons toujours à la jeunesse de s'engager non en politique, mais de s'engager dans la lutte citoyenne. Parce que moi je me dis souvent que ceux qui ont apporté les changements dans ce monde, ce ne sont pas seulement, ce n'est pas des politiques, c'est l'activisme. On a Martin Luther King, on a Nelson Mandela, ce n'était pas des politiques auparavant, c'est l'activisme qui amène des changements. On ne doit pas être là pour acclamer des gens, pour accompagner ceux qui sont là, mais on doit être nous-mêmes acteurs de ces changements, d'où nous appelons la jeunesse à l'engagement citoyen. D'accord, merci à vous, Madame Plamedi Bamatefe. Vous appelez la jeunesse à l'engagement citoyen, on retient cela et la structure Pona Congo va continuer à sensibiliser pour un contrat social entre la population et les prochains candidats. Voilà, c'était l'essentiel de cet entretien dans le cadre du journal d'Actu 30 Télévision. Merci d'avoir été des nôtres. On vous dit à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui dans quelques jours va abriter le 9e jeu de la francophonie. Une première pour la RDC. Au total, plus de 4000 sportifs et artistes sont attendus en RDC pour participer à ces jeux. Nous allons à la découverte de quelques sites retenus pour la partie culturelle. Il y a le Musée national, l'Académie des Beaux-Arts, l'échangeur de métiers, mais aussi et surtout la Halle de la Gombe, véritable carrefour d'actualité culturelle dans notre ville-province de Kinshasa. Pour parler de ce concours création numérique, un concept tout à fait nouveau, nous allons nous entretenir avec le responsable de cette discipline, M. Narcisse Lutumba. Narcisse Lutumba, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici à la Halle de la Gombe. C'est au lieu de prestige, de tout ce qui est culturel en RDC. De quoi s'agit-il en fait? La création numérique, d'abord en tant que discipline, a été introduite pour la première fois lors de la 7e édition à Nice, en France. Donc ça fait déjà 3 éditions que ça existe comme discipline parmi les 11 disciplines du côté culturel. C'est une discipline qui consiste à la création ou au montage des images auxquelles il faut associer un son ou des sons. Et les deux doivent constituer une seule œuvre dans laquelle nous trouvons une égale importance entre l'image et les sons. Et il y a un message particulier par rapport à ces concepts. Ça peut répondre à une thématique. Que vous allez mettre sur place, ou bien c'est à l'artiste lui-même d'imaginer? L'artiste peut se choisir une thématique. Il est libre, oui. Un concours aussi peut fixer une thématique. Ok. Donc l'artiste peut s'inspirer et puis voilà, répondre à cette thématique-là. Ah, ok, d'accord. La création numérique, c'est une discipline qui exige la projection. La projection exige une salle assez sombre. Voilà pourquoi ce site a été choisi. Eh bien voilà, nous vous remercions pour toutes ces précisions. Et je rappelle que nous sommes à la Halle de la Gombe, site retenu par le comité qui organise le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Bienvenue à vous tous. On se donne rendez-vous dans quelques jours, le temps pour nous de vous permettre de découvrir aussi d'autres sites retenus par le comité pour ce 9e jeu de la francophonie. À tout de suite.